Derrière une reine se cache toujours une ombre, celle de son époux. Élisabeth II est aujourd'hui l'une des plus célèbres souveraines du monde, mais qui peut se vanter de connaître l'homme qui se cache derrière sa silhouette? Philippe Mountbatten, aussi connu comme le duc d'Édimbourg, est pourtant l'un des membres les plus honorables de la famille royale. C'est bien simple, sans lui, le règne élisabétain n'aurait jamais connu l'aura qu'on lui confère. Découvrir sa longue vie, c'est se plonger dans l'histoire britannique contemporaine. Pour comprendre la personnalité complexe de l'homme qui accompagne la vie d'Élisabeth II depuis plus de 70 ans, nous devons débarquer sur l'île de Corfou. André de Grèce est le fils cadet du roi Georges Ier. Avec sa femme, Alice de Battenberg, il a déjà 4 filles lorsque finalement vient au monde Philippe, le 10 juin 1921, dans leur demeure de Montrepos. Dès sa naissance, il est titré prince de Grèce et de Danemark. Mais à cette époque, la Grèce est au cœur d'un climat politique extrêmement tendu. Après une défaite cuisante contre des révolutionnaires turcs, le roi Constantin Ier abdique. André et sa famille se voient alors condamnés à l'exil après avoir échappé de peu à la peine de mort. C'est ainsi que 2 ans seulement après sa naissance, Philippe doit quitter sa terre natale. George V vient en aide à ses cousins grecs et envoie un destroyer pour les faire débarquer en France. Ils sont accueillis par la princesse Marie Bonaparte à Saint-Cloud, qui leur permet de mener une vie à la hauteur de leur rang. Mais l'exil est fatal à cette famille. André tombe dans l'alcoolisme et dans la dépendance au jeu. Il part vivre à Monaco aux côtés de nombreuses maîtresses. Quant à Alice, elle se veut de plus en plus mystique, au point d'être diagnostiquée schizophrène. Elle part donc se faire soigner dans un asile pour l'élite en Suisse, quand les filles cherchent évidemment à quitter le nid familial rapidement. Tour à tour, elle se marie à des princes allemands qui embrassent ensuite la cause du nazisme. Au milieu de cette famille divisée, se tient un petit garçon qui s'enferme dans la solitude. Pour s'occuper de lui, il peut compter sur sa grand-mère Victoria de Hesse-Darmstadt et de son oncle George Mountbatten qui l'accueille à Kensington Palace. Au Royaume-Uni, il mène enfin la vie de prince qui lui était promise. Mais le petit garçon grandit. Ses sœurs décident de l'envoyer en 1933 dans un pensionnat en Allemagne dirigé par Kurt Hahn. Mais il y a un problème. Kurt Hahn est de confession juive. La montée du nazisme l'oblige à fuir en Écosse. C'est sur ces terres rudes qu'il fonde son second établissement, où Philippe court le rejoindre. À Gordonstoun, l'éducation est fondée sur l'exercice physique. Douches froides, dortoirs non chauffés sont monnaie courante. En somme, le dépassement de soi permet de former des hommes aux valeurs sûres. C'est dans cet univers que Philippe grandit, et il s'y plaît. Il se distingue très vite de ses camarades, par son tempérament à diriger les autres et par ses prouesses physiques. Se forge ainsi la personnalité d'un homme sanguin et éclatant. La perte dramatique de sa sœur préférée et de sa famille dans un accident d'avion en 1937 le conduit à se tourner vers un homme qui marquera à jamais sa vie. Lord Louis Mountbatten, dernier vice-roi des Indes et frère de sa mère, le prend sous son aile. Louis voit en Philippe le fils qu'il n'a jamais eu. Beau, sportif, ambitieux et à l'esprit militaire, Philippe est son double, et Louis l'a très bien compris. Il l'envoie en 1939 à Dartmouth pour débuter, comme lui auparavant, une formation de marin. L'endurance du jeune homme de 18 ans ne trompe personne, et il devient vite l'un des meilleurs éléments de l'établissement. Il est ainsi envoyé au cours de la Seconde Guerre mondiale sur plusieurs navires où il se distingue pour son courage. À seulement 21 ans, il est promu officier. Sa carrière dans la Royal Navy est lancée. En juillet 1939, George VI et sa famille visitent le collège. Pour occuper Elizabeth et Margaret, le directeur demande à Philippe de passer du temps auprès d'elle. Impressionnée par le jeune homme, Elizabeth est sous le charme de son lointain cousin. Débute alors une correspondance accrue entre les deux adolescents, tandis que Philippe poursuit sa carrière militaire. George VI n'hésite d'ailleurs pas à l'inviter à passer ses permissions auprès d'eux. C'est finalement en juillet 1947 que sont annoncées les fiançailles. Pour épouser la princesse héritière, Philippe doit d'abord renoncer à ses titres grecs et danois et à son allégeance à la couronne grecque.
Il renonce aussi à l'orthodoxie et se convertit à l'anglicanisme. Ainsi, il peut obtenir la nationalité britannique et se choisir un nom. Celui qui était connu comme Philippe de Grèce et de Danemark devient Philippe Mountbatten. Le mariage a lieu le 20 novembre 1947 en l'abbaye de Westminster devant 2500 invités, mais sans la présence de ses sœurs, qui avaient décidé d'épouser des sympathisants nazis. La veille de l'événement, George VI le fait duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich, et lui octroie le prédicat d'altesse royale. Une fois marié, le couple s'installe à Clarence House, où il a bien l'intention de fonder une famille. En 1948 et 1950, Charles et Anne voient le jour. Mais malgré son mariage, Philippe continue sa carrière prometteuse dans la marine. En 1949, il est muté sur l'île de Malte, où il loue une somptueuse demeure. La vie de couple d'Élisabeth et Philippe semble sans nuages. Pourtant, ce bonheur est de courte durée. George VI est de plus en plus faible, et à partir de 1951, Philippe et Élisabeth prennent en charge un grand nombre de ses obligations. En février 1952, ils débutent une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec une escale en Kenya. Le 6 février, alors qu'ils logent au luxueux hôtel kényan Treetops, ils apprennent la mort du roi. Philippe a alors la charge de l'annoncer à son épouse. Jamais leur vie ne sera comme avant. En toute hâte, ils rentrent à Londres pour organiser les funérailles et prendre leur destin en main. Vêtue de noir, Élisabeth descend seule l'escalier d'embarquement de l'avion. Quelques secondes plus tard, c'est au tour de Philippe de faire son apparition. Désormais, il sait où est sa place, continuellement 2 pas derrière la reine. Après les funérailles, vient l'heure du sacre. Philippe est passionné de nouveautés technologiques. Voulant faire de la monarchie britannique une institution moderne, il propose de retransmettre l'événement en direct à la télévision. Mais Churchill et la reine Mary s'y opposent. Pour eux, les caméras viendront souiller le caractère sacré du couronnement. Qu'à cela ne tienne. Après des jours de lutte, Élisabeth II finit par l'accepter. Le 2 juin 1953, elle reçoit les symboles de son pouvoir en l'abbaye de Westminster. Philippe est alors le premier des pairs d'Angleterre à venir prêter serment de fidélité à la souveraine. La vie d'époux de la reine n'est pas de tout repos. La cour a du mal à accepter un prince qu'elle considère comme étranger et doté d'une famille proche du parti nazi. D'autant que Philippe se veut moderniste. Il tente de réformer la manière de fonctionner du palais. Mais en vain. Philippe vit mal cette position de second rang qui ne lui laisse aucune liberté. Il se sent inutile et ne le cache pas, d'autant que les rumeurs d'infidélité de sa part s'intensifient. Le duc a besoin de briller et de fuir cette atmosphère pesante. En 1956, il part faire un tour du Commonwealth de plusieurs mois, l'amenant d'Australie en Antarctique. Mais là encore, les rumeurs enflent. Élisabeth lui ordonne de rentrer, bien décidée à lui offrir la place qu'il mérite. Le 22 février 1957, elle le fait prince du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Le prince consort est officiellement né, bien qu'il refuse toute sa vie de porter ce titre. Vient aussi la question du nom de famille de leur descendance. Philippe souhaite donner son nom à ses enfants, mais Churchill et la reine Mary ne sont pas décidés à laisser tomber celui de Windsor qu'ils ont eu tant de mal à faire accepter aux yeux des Anglais. Philippe se plaint d'être le seul homme du pays à ne pas pouvoir transmettre son nom à ses enfants. C'est seulement en 1960 qu'un décret du Conseil précise un changement de nom restrictif. Seuls les descendants en ligne masculine ne portant pas le prédicat d'altesse royale prennent désormais le nom de Mountbatten-Windsor. Il faut calmer la colère du duc. Élisabeth II lui laisse donc le soin de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. En 1957, il envoie Charles à Gordonstoun pour qu'il suive ses traces, mais l'héritier n'a pas le tempérament de Philippe. Peu sportif, supportant mal les moqueries, il se sent délaissé dans cette Écosse lointaine. Philippe veut pourtant une éducation à la dure pour son aîné, mais Charles est davantage discret, timide et rêveur, et la relation entre le père et le fils commence à se dégrader.
La famille royale continue pourtant à s'agrandir. En 1960 et 1964 naissent Andrew et Edward. Mais Philippe ne peut pas se cantonner à un simple rôle de père au foyer. Il commence à parrainer de nombreuses associations caritatives tournées vers le progrès, l'éducation et le développement durable. Philippe semble enfin trouver le bonheur dans cette fonction qu'il a façonnée à son image. Mais la mort de son oncle adoré Louis Mountbatten en 1979 plonge la famille dans un deuil difficilement surmontable. Il doit prendre en charge seul l'avenir du prince Charles. 2 ans plus tard, il demande à son fils âgé de 32 ans de trouver enfin une épouse. Sous son impulsion, Charles épouse finalement Lady Diana, qui lui donne 2 garçons. Mais l'union du prince et de la princesse de Galles bat rapidement de l'aile. Philippe intervient personnellement pour tenter de sauver leur couple, mais rien n'y fait. Ils finissent par se séparer en 1992, alors que la même année, la princesse Anne et le prince Andrew divorcent. En plus de cela, le château de Windsor est touché par un incendie qui conduit à une crise politique inédite. Jamais le sentiment anti-monarchique ne fut aussi haut cette année-là. La question du financement de la reconstruction du château est sujette au mécontentement. Mais l'annus horribilis touche finalement à sa fin. Charles et Diana mettent définitivement fin à leur relation en août 1996, et 1 an plus tard, la princesse de Galles meurt tragiquement dans un accident de voiture à Paris. Face à la mort soudaine d'une princesse tant aimée par le peuple, le couple royal s'enferme avec leurs proches dans leur domaine écossais de Balmoral. Leur but ? Protéger leurs petits-enfants inconsolables du regard indiscret des médias. Mais ce silence est interprété par un manque de compassion envers la mort de Diana. Après 3 jours de lutte avec le Premier ministre Tony Blair, Elisabeth se résigne à rentrer à Londres pour dissiper ce désamour populaire. Philippe organise les funérailles nationales accordées à Diana et prend personnellement part au convoi funéraire. Le grand-père aimant est aux premières loges pour soutenir William et Harry. Philippe et Elisabeth II doivent assurer l'avenir de la monarchie. Si le duc s'était d'abord opposé à la relation extra-conjugale de Charles avec Camilla Parker Bowles, il finit par accepter leur union. En 2005, ils sont enfin autorisés à se marier à Windsor. La relation compliquée entretenue avec son fils aîné tente enfin de se dissiper. Quant à William et Harry, ils obtiennent l'accord du couple royal d'épouser Kate Middleton pour l'un et Meghan Markle pour l'autre, des roturières. Proche de ses petits-enfants, Philippe l'est aussi avec ses arrière-petits-enfants. Mais depuis 2011, celui qui avait une santé de fer accumule des problèmes de santé. Son âge avançant, c'est un homme fragilisé qui continue à représenter vaillamment la monarchie britannique. À 98 ans, Philippe a une vie bien remplie. Après 66 ans passés à épauler sa royale épouse, il s'accorde une retraite de la vie publique bien méritée en avril 2018. Cet homme, constitué de devoirs et de valeurs, a rempli sa tâche avec brio. Dans la discrétion absolue, il a su se faire apprécier des Britanniques. Son franc-parler et son humour cinglante ont de quoi déconcerter. Pourtant, il est l'un des plus importants représentants de la dynastie, et Elisabeth II le lui rend bien. Elle rend volontiers hommage à ce roc qui a tout simplement été sa force et son soutien. Ces mots suffisent à résumer la vie de Philippe Mountbatten, le prince de Grèce, devenu duc d'Édimbourg.